Dans cette édition d'information, ouverture à Brazzaville de la session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République du Congo et la République centrafricaine. Le Premier ministre Clément Mwamba a reçu la délégation centrafricaine en séjour de travail dans la capitale pour faire le point de ce rendez-vous. Le directeur général de la COGELO éjecté de son fauteuil. La décision émane du conseil d'administration de cette société tenue ce jour. Voilà présenter la titraille de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le Premier ministre Clément Mwamba a visité l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale. Cette entité est chargée de gérer tous les produits de lutte contre la pandémie à l'échelle nationale. C'est un reportage de Joachim Miafuna Mbungu. C'est une autre visite guidée effectuée cette fois dans les installations du port autonome de Brazzaville après celle du CHU la semaine dernière pour se rendre compte du fonctionnement de l'unité de gestion des produits et des matériels de lutte contre la pandémie du Covid-19. Entouré des ministres de la Défense Charles-Richard Monjo et de la Santé Jacqueline Lydia Mikolo, le Premier ministre a tout d'abord suivi une présentation des lieux avant la visite guidée de l'entrepôt. Sur instruction de M. le Président de la République, on a bien eu raison de créer cette unité de gestion qui globalement gère la logistique. Et le meilleur partenaire pour le faire, c'était la force publique. Donc en visitant les lieux, je suis en droit de penser et d'être fier de dire que malgré le contexte difficile, le gouvernement a pu mettre en place quelques moyens et vous avez pu améliorer cet atelier et les environs, l'équiper avec le strict minimum, mais convenable quand même, pour enfin assurer votre mission. Clément Mwamba a ensuite visité les différents compartiments de cette unité, de l'entrepôt qui est l'espace de travail et de stockage, aux infrastructures extérieures qui hébergent les 50 militaires employés ici. À peine 2 mois, Monsieur le ministre, je constate que la force publique a fait son travail et que l'organisation me paraît tout à fait efficace et que la collaboration, notamment avec le ministère de la Santé, je crois qu'elle est tout à fait fluide. Donc vous recevez ici beaucoup de matériel. La grande partie est financée par l'État. L'autre partie, elle vient des partenaires extérieurs et locaux, que je félicite au passage et remercie. Donc, au moins, nous avons tout ce matériel. Vous l'avez bien dit, il n'est pas destiné à être logé ici en permanence. C'est un point de stockage, de répartition, pour qu'il puisse atteindre les centres d'utilisation à travers tout le territoire national. Cette unité est chargée de recevoir les produits et les matériels de lutte contre la pandémie, de vérifier leur conformité, d'assurer leur entreposage, de mettre enfin ces produits à la disposition de leurs destinataires en fonction de la répartition faite par le ministère de la Santé. Le Premier ministre Clément Mwamba s'est entretenu avec une délégation centrafricaine venue à Brazzaville pour suivre les travaux de la grande commission mixte entre le Congo et la RCA tenue à Bangui en août dernier. L'occasion pour ces personnalités de faire le point autour de cette rencontre qu'a abrité Brazzaville en matière des frontières entre la RCA et le Congo. Retrouvons Joachim Miafuna Mbungu. Ils sont allés présenter leur civilité au chef du gouvernement congolais et lui rendre compte par la même occasion du déroulement des consultations ministérielles tenues à Brazzaville le 18 septembre 2020. Ces consultations de Brazzaville résultent des accords et protocoles de coopération signés en août 2019 à Bangui dans divers domaines au cours de la 5e session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Ce sont donc ces accords qui font l'objet de séquences de travaux de suivi de façon à ce qu'ils aboutissent à quelque chose de concret au lieu de dormir simplement dans les tiroirs. Il y a donc eu successivement les rencontres de Bétou, de Ouesso, de Bangui et de Brazzaville, coiffées par des consultations politiques au niveau des ministres des Affaires étrangères.
La rencontre de Brazzaville a planché sur la coopération dans les secteurs des hydrocarbures, des mines et de la géologie, des eaux et forêts, pêche et chasse, de l'urbanisme et de l'habitat. La grande commission mixte étant justement l'instance qui permet de redescendre l'ensemble des sujets qui concernent notre coopération. Et dans le cadre, suite à cette grande commission mixte, nous avions, mon frère et moi-même, nous nous sommes engagés en 2019 sur les instructions de nos deux chefs d'État à conserver un rythme de travail, donc une fréquence régulière pour densifier et développer la coopération et surtout mettre en œuvre l'ensemble des instruments juridiques que nous avons ensemble signés et qui engagent nos deux pays. Aujourd'hui, je suis venue avec une délégation de 3 autres ministres, notamment le ministre des Mines et de la Géologie, le ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat, pour pouvoir justement faire ce partage d'expérience avec nos frères du Congo. D'autres accords sectoriels sont en instance de négociation pour former avec les premiers un arsenal juridique propice au développement multiforme de la coopération entre le Congo et la République centrafricaine. Avant d'être reçue à la primature, cette délégation a pris part à l'ouverture de la session de la commission mixte en matière des frontières entre la République du Congo et la République centrafricaine. Des précisions avec Diop Mbungu. Le Congo et la République centrafricaine sont plus que déterminés à faire route ensemble dans les secteurs clés du développement, dont la forêt, l'urbanisme, l'habitat, les hydrocarbures, la pêche. La liste est loin d'être exhaustive. Ce sont justement ces 2 axes de coopération qui sont à l'ordre du jour des négociations faisant l'objet de cette commission technique mixte en matière de frontières entre les 2 pays. Cette rencontre de Brazzaville, qui s'inscrit dans le prolongement de celle de Bangui tenue au mois de juillet, permettrait d'approfondir les questions entamées. Ensemble, nous parviendrons à rentabiliser nos frontières terrestres et fluviales à travers des programmes de développement mettant en valeur ce que nos 2 peuples ont en partage de patrimoine culturel et de ressources naturelles. La réforme aboutie de la CEAC, marquée singulièrement par la mise en place de la commission, traduit la volonté d'aller de l'avant. L'Afrique centrale s'organise résolument pour répondre aux défis de l'intégration économique de notre continent, à travers notamment la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, mais aussi à travers la redynamisation de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La réforme qui vient d'aboutir de la CEAC en est probablement l'exemple le plus emblématique, si je puis dire, dans le cheminement vers une intégration plus concrète, plus réelle de nos pays. En attendant les conclusions de ces concertations ministérielles qui seront traduites dans un communiqué final, pour l'heure, les 2 parties s'y emploient pour aboutir aux actions tangibles qui seront soumises aux 2 chefs d'État. Au terme de cette session, les participants se sont engagés à unir leurs efforts et multiplier les rencontres ministérielles, ce qui va consolider les concertations entre les gouvernements des 2 pays. Retrouvons Diop Mbungu. Après 4 heures de discussions francs et fructueux, les 2 délégations se sont donc parvenues à des conclusions traduites dans ce communiqué final que voici. Pour ce qui concerne le secteur du pétrole, des mines, de la géologie, les 2 délégations ont convenu de ce qui suit. La mise en place d'un nouveau cadre de coopération, incluant les hydrocarbures. S'agissant des secteurs des eaux et forêts, chasse et pêche, il a été convenu de la mise en place d'un accord cadre portant sur l'échange d'expériences en matière d'afforestation, de reboisement, d'échange de matériel végétal performant, de gestion durable des forêts, de valorisation des produits forestiers non ligneux. Pour ce qui est du domaine de l'urbanisme, les 2 délégations ont convenu de définir un accord cadre portant sur la coopération dans le domaine de l'aménagement de territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, du développement urbain, du système cadastral, des outils de planification et de l'harmonisation des
séculaires qui unissent les deux pays. L'intégration régionale ne peut pas être une litanie d'incantations. Elle doit trouver sa déclinaison dans des actes concrets, dans des projets concrets qui bénéficient à nos deux peuples. Et chaque fois, cela doit être un pas vers la consolidation des liens séculaires entre la République centrafricaine et la République du Congo. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise des présents à la délégation centrafricaine. Destination Kinshasa en RDC où le directeur général de l'Agence de régulation des postes et télécommunications et communications électroniques, RPCE, Louis-Marc Sakala, a été récemment reçu par le ministre des Postes, des télécommunications de la RDC, Augustin Kibassa Maliba. Au cœur des discussions, la collaboration afin de satisfaire les attentes des populations des deux pays. Le commentaire est signé Aristide Benza. Brazzaville et Kinshasa veulent raffermir leurs liens et consolider leur partenariat en matière de communication électronique. Reçu en audience par le ministre en charge des télécommunications de la République démocratique du Congo, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, en séjour à Kinshasa, a réaffirmé la volonté des deux organes régulateurs, celui de la RDC et celui de la République du Congo, de se porter vers l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons beaucoup échangé sur les mêmes problématiques de nos discussions avec Monsieur le Président du Collège de la RPTC. C'est l'ensemble des échanges que nous pouvons avoir bilatéralement afin de faire profiter à nos deux pays une évolution dans le domaine technologique, un partage de connaissances, de systèmes et des différentes réalités à mettre en place. Parler ensemble d'une même voix dans le domaine des NTIC. Il y a nécessité de se mettre ensemble pour développer le secteur au regard des potentialités qu'offrent les deux pays. On partage énormément en termes de fréquence, en termes de technologie, en termes de rapidité de transmission. Et se mettre ensemble dans le cadre de l'Afrique centrale même, partager nos forces ensemble, un peu comme le font déjà les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous permettra d'être plus forts chacun. Brazzaville et Kinshasa se proposent d'harmoniser notamment la gestion et la coordination des fréquences radioélectriques aux frontières. Restons à Kinshasa pour parler cette fois-ci de la signature d'un accord de coopération entre la RPCE et l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC. Cet accord permettra aux régulateurs des deux pays d'atteindre des objectifs communs en matière de technologie, de l'information et de la communication. Retrouvons Brice Aristide Benza. Pour sa première mission hors du Congo, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques a choisi de se rendre à Kinshasa en République démocratique du Congo. Un séjour de travail au cours duquel Louis-Marc Sakala a eu des échanges avec son homologue Christian Katende Mokinayi, président du collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC. Le protocole d'accord signé par les deux personnalités est une preuve de l'intérêt des deux institutions régulatrices à travailler à l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La RDC et nous partageons beaucoup de choses pour lesquelles nous ne pouvons pas nous ignorer. Les fréquences ne s'ignorent pas, voilà pourquoi nous sommes souvent confrontés à des problèmes d'interférence entre les deux rives. Nous avons les deux capitales les plus proches du monde et bien plus encore les deux centres-villes les plus proches du monde. Pour cela, nous devons travailler main dans la main et nous devons apprendre des autres. De par la grandeur de ce pays, le Congo-Brazzaville a beaucoup à apprendre. De même, je pense que le Congo-Brazzaville a su montrer son expertise dans certains domaines que nous serons fiers de partager avec nos frères de la RDC. Voilà pourquoi, en poursuivant les visions de nos chefs d'État qui ont décidé de la construction du pont-route rail, nous concrétisons ces travaux aussi, nous, de notre côté, dans notre secteur. Mais peu avant la signature, des discussions entre experts ont eu lieu. À noter au nombre des sujets abordés, la dette des opérateurs de la RDC envers Congo Télécom, le projet FinTech et son volet timbre électronique et hub digital bien apprécié par les experts de la RDC, ainsi que le projet de fibre optique Tout Africa qui vise à relier l'Afrique entière.
Les deux parties ont convenu de se retrouver à Brazzaville en novembre, après d'autres échanges prévus en octobre. Revenons à Brazzaville pour dire que la farine de manioc sera désormais au menu des repas servis dans les cantines scolaires dès la rentrée scolaire prochaine. Il s'agit d'un projet initié par le Programme alimentaire mondial PAM et le gouvernement. Et bien, dans cette perspective, le ministre de l'Agriculture, Henri Njombo, s'est rendu à Inoni-Falaise, lieu d'exploitation du manioc en Vendôme. C'est un reportage que signe pour nous Léonard Ponty. La farine de manioc commence à intégrer le marché du Programme alimentaire mondial. Cette agence onusienne en charge de l'alimentation ajoute dans son panier ce nouveau produit pour remplacer le riz dans les repas de cantine scolaire en République du Congo. D'où le ministre de l'Agriculture, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu sur le lieu d'exploitation Vendôme à Inoni pour procéder à la première remise de farine de manioc achetée par le PAM auprès de cette société congolaise à capitaux sud-africains. C'est une farine fortifiée, donc améliorée par rapport à celle que nous trouvons habituellement sur le marché. Elle a des éléments nutritifs plus avancés qui permettent de donner une plus grande valeur nutritive au produit. Le produit va être destiné aux cantines scolaires. C'est une bonne chose que ces cantines s'alimentent à partir d'une farine fortifiée. Le PAM entend par cette action renforcer le système alimentaire local. En termes opérationnels, il y a beaucoup d'avantages à utiliser la production locale, car elle est disponible, il y a des effets multiplicateurs, et elle est aussi plus rapide qu'une importation. Quand on importe, on paye plus cher, on attend plus longtemps, et quelque part, on passe à côté du renforcement du système alimentaire local. Donc cette action du PAM pour acheter ici à Inoni la farine de manioc du Congo, donc fabriquée pays origine République du Congo, c'est bien pour pouvoir renforcer le système alimentaire local car c'est le but ultime. L'utilisation du manioc est une innovation qui répond à l'impératif d'appuyer les systèmes agricoles locaux, de réduire la longueur des chaînes d'approvisionnement et de répondre aux préférences alimentaires des bénéficiaires des programmes. Infrastructure routière, les barrières de pluie doivent être érigées pour préserver la route Luingi-Lumu-Tombo-Manyanga, frontière RDC. C'est l'invite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Émile Ousso, au sous-préfet dont les localités sont traversées par cette route entièrement réhabilitée par la société Taman Industrie. Nevi Krisnel Ndelengolo. Moins de 2 heures, c'est dorénavant le temps qu'il faut aux automobilistes pour effectuer le trajet Luingi-Tombo-Manyanga frontière RDC en passant par Lumo dans le département du Poul. Après avoir officiellement ouvert cette voie à la circulation, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Émile Ousso, s'est rendu à la frontière entre les deux Congos à Tombo-Manyanga, question d'apprécier la consistance des travaux réalisés par Taman Industrie. Et aujourd'hui, la tâche est terminée. Comme vous l'avez vu, nous avons roulé de 60-70 km/h sur une route qui était bien faite. Cette route qui permet aux populations de cette partie du pays d'approvisionner Brazzaville en différentes denrées alimentaires mérite d'être préservée. L'une des mesures dans le cadre de la protection du patrimoine routier. Et vous avez vu, nous avons déjà 2 esquisses de barrières contre les pluies. Et là, c'est à l'autorité sous-préfectorale de veiller à ce que ces barrières soient pérennisées. Parce que c'est un ouvrage qui coûte cher. Bon, si on revient dans 3, 4, 5, 6 ans, la route est détruite, bon, c'est un recommencement inutile. La réhabilitation de cette voie n'a pas laissé indifférentes les populations de Lumo qui, par l'entremise du chef du village, ont remis des présents au ministre Émile Ousso. Luingi et Lumo sommes très contents pour la route que vous nous avez offerte à travers le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous lui dites que nous sommes très ravis. Nous le soutiendrons tous les jours. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a pu se rendre compte de l'effectivité des travaux d'entretien routier, encore appelés cantonnage villageois, sur l'axe Kinkala-Luingi.
Autre fait de l'actualité, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a fait un don des intrants aux 125 formateurs d'unités économiques du secteur informel œuvrant dans la soudure, la vannerie et la cordonnerie. Une aide précieuse dans ce contexte de crise sanitaire qui a fragilisé le secteur informel. Ce don a été remis par Malay Job aux bénéficiaires par l'entremise de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Adélaïde Mungani. C'était un reportage de Rigobert Moussouki. C'est en réponse aux effets immédiats de la pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté le secteur informel au Congo que le PNUD, dans le cadre du partenariat fécond qui le lie au ministère des PME, de l'artisanat et du secteur informel, a apporté cet appui matériel d'un coût global de 54 500 000 francs CFA à un échantillon de 200 promoteurs des unités économiques de l'informel. Ils ont ainsi été répertoriés, selon les règles de l'art, à Brazzaville et Pointe-Noire, dans les branches de la soudure, la mécanique, la vulcanisation, la cordonnerie et la vannerie. Avec cette initiative qui nous réunit ce matin, nous nourrissons aussi l'espoir que les bénéficiaires en tireront parti pour, bien entendu, la relance de leurs activités et qui ont été frappées fortement par la pandémie. La remise de ce don est le fruit de l'accord signé le 17 juillet dernier entre le PNUD et le ministère des PME, de l'artisanat et du secteur informel. L'occasion est tout indiquée pour redire une fois encore, par-delà le caractère sobre, sinon symbolique de cette donation, que le gouvernement et ses partenaires sont résolument engagés à accompagner les artisans et les entrepreneurs à reconstituer leurs forces pour reprendre avec toute la vigueur possible leurs activités productives. Au terme de la réception de tous ces intrants, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges pour apprécier le geste du PNUD. On va remercier le gouvernement, on va remercier le PNUD pour ce don, ce cadeau. Ça nous fortifie aussi dans notre travail en tant qu'artisans. On va encore faire des chaises, on va encore faire des paniers pour les femmes qui vont marcher aussi. C'est bien. Je ne m'attendais pas. J'ai eu un kit complet de la mécanique. Reste qu'au Congo, le secteur informel, considéré comme un véritable amortisseur social du fait de son fort poids économique, avoisinerait, selon le PNUD, les 90% des activités de l'ensemble de l'économie nationale. Un mot de santé dans ce 20h, le ministère de la Santé renforce sa lutte contre la pandémie du Covid-19 grâce aux nouveaux équipements dont de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Ce don a été réceptionné par la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. Voici le reportage de Sylvie Karine Gauteni. À hauteur de 35 millions de francs CFA, ce don composé entre autres des moniteurs de surveillance multiparamètres, des électrocardiographes, des aspirateurs, des concentrateurs d'oxygène, des thermoflash, des tensiomètres, des lunettes à oxygène, des masques, des gants d'examen, des solutions hydroalcooliques et de l'eau de javel a été possible grâce aux contributions des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il vient s'ajouter au projet et protocole d'accord de cette Église sur la néonatalité. Jean-Luc Magré, président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour la République du Congo, sur l'intérêt de ce geste. Nous avons souhaité nous associer à vos efforts de lutte contre la pandémie à Covid-19 par une contribution en matériel médical et autres produits. Nous espérons que cette donation permettra non seulement à votre ministère de lutter plus efficacement contre le coronavirus Covid-19, mais aussi de faciliter les soins des victimes de ce virus mortel. Geste apprécié par la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Jacqueline Lydia Mikolo. Nous comptons sur le travail que vous faites au sein de l'Église pour sensibiliser les populations face à cette pandémie. Nous apprécions donc énormément ces gestes et nous tenons à vous remercier. Remercier tous les fidèles, remercier tous vos partenaires qui ont contribué à ceci. Et soyez rassurés que ce sera utilisé à bon escient. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours compte plus de 16,5 millions de fidèles. Elle est présente dans plus de 160 pays. Au Congo, elle a été reconnue officiellement le 15 octobre 1991. Et la Commission économie et finances du Sénat a effectué une descente dans les locaux des commissions sécurité et prise en charge des malades atteints du Covid-19. De quoi se faire une idée de la gestion des fonds alloués à ces commissions dans la guerre déclarée contre la pandémie. C'est un reportage de Florent Angoli. Face aux sénateurs de la Commission économie et finances,
Le président de la commission prise en charge des malades du Covid-19, le professeur Eliré de Kekias, a présenté la situation épidémiologique de cette pandémie. Au regard du nombre de malades que compte actuellement le Congo, a-t-il dit, on peut estimer qu'il y a des crues. Mais cela ne donne pourtant pas quitus aux populations de baisser la garde, car le virus est encore là. Sur les 16 millions reçus, sa commission s'arrange tant bien que mal à traiter les malades. Cependant, son équipe est confrontée à un certain nombre de problèmes. Imaginez-vous quelqu'un souffre de la tension, quelqu'un souffre du diabète, quelqu'un souffre d'une maladie cancéreuse. Ces médicaments ne sont toujours pas disponibles dans le paquet des médicaments de la Covid. Et à partir d'il faut acheter ces médicaments. Deuxièmement, nous on doit se déplacer, il faut se transporter, il faut payer du carburant. Nous avons des documents imprimés, on a besoin de feuilles, on a besoin bien sûr de l'encre. Nous avons également des aides, malheureusement des aides sociales à apporter aux patients démunis. Parce que dans notre cohorte, nous avons des pères ou des mamans de famille qui n'avaient rien, pour lesquels il fallait isoler, donc les détacher de leurs enfants. Comment ils devaient faire pour nourrir ceux qui sont restés, c'est difficile. Après l'avoir écouté, Jean-Marie Epouma et les autres sénateurs présents à cette séance de travail ont salué le travail abattu par cette commission. Toutefois, ils ont promis de transmettre leur doléance à un niveau supérieur afin que des solutions idoines soient trouvées. Il faudrait que ce personnel soit motivé, parce que la démotivation se ressent. Et nous profitons d'ailleurs de votre caméra et de votre micro pour dire que une attention toute particulière doit être mise pour manifester la reconnaissance vis-à-vis de ces cadres qui se sont battus, qui ont été envoyés au front. Parce que n'oublions pas que nous sommes en guerre contre ce virus. La commission sécurité a elle aussi été visitée par cette délégation. Les dépenses engagées par la dite commission ont été passées au peigne fin. Somme toute, les documents comptables retraçant les dépenses réalisées étant rassemblés, reste donc à ces sénateurs de déposer le rapport de la mission au président du Sénat, a-t-il été indiqué. Dans un autre volet, le directeur général de la COGELO, la Congolaise de la gestion de loterie, Nestor Tshisambo Makosso, vient d'être relevé de ses fonctions. La décision émane du conseil d'administration de cette société tenue ce jour. Voici le reportage de Messila Doussi. C'est suite à la gestion jugée calamiteuse de la COGELO que son directeur général Nestor Tshisambo Makosso a été déchu de ses fonctions par le conseil d'administration de cette société. La COGELO est en ce moment dans une situation très critique où le personnel enregistre près de 4 mois d'arriérés de salaire en moins d'1 an. La COGELO n'a toujours pas le bilan de l'année budgétaire 2019. La COGELO, à ce jour, fonctionne sans budget parce que la direction générale n'a présenté à la table du conseil d'administration ni le bilan, ni un projet de budget. Et donc, c'est une gestion à vue, justement, qui a conduit à toutes ces faiblesses-là qui ont généré des arriérés auprès de la CNCS, c'est-à-dire des arriérés de cotisation sociale, qui avaient pourtant un plan d'appurement qui malheureusement n'a pas été suivi. Un plan d'appurement aussi auprès de l'administration fiscale qui n'a pas été suivi. Et donc la situation est extrêmement critique et il était donc de la responsabilité du conseil d'administration de trouver les solutions urgentes pour éviter la faillite de la COGELO. Pour que désormais la gestion se fasse suivant les dispositions de l'OHADA qui gouverne donc les sociétés anonymes. Les membres de ce conseil d'administration ont procédé, séance tenante, à la nomination d'un nouveau directeur général, Guy-Roger Moigny, cadre maison, à qui incombe désormais la responsabilité de relever le niveau économique et social de la COGELO. En rappel, cette révocation est un feuilleton qui a commencé en mars 2017. Nestor Tshisambo Makosso, directeur général de l'époque, avait été démis de ses fonctions par le conseil d'administration après une crise qui a secoué la COGELO. Il est revenu à la tête de cette société il y a pratiquement une année. La COGELO est une société anonyme placée sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget.
Nestor Tissombo Makosso se dit être lésé et sollicite l'arbitrage de la tutelle de manière à trouver des solutions à la crise qui secoue cette société. On l'écoute. C'est moi le directeur général. Je ne comprends rien. Pourquoi un président du conseil, par intérim, qui prend des décisions de convoquer un conseil d'administration sans le directeur général, sans la présence du directeur général? Est-ce que ça... C'est maintenant que je venais d'être informé, pratiquement, entre guillemets, officiellement, parce qu'il y a effectivement, disons, la tenue de ce conseil au cabinet. Je viens d'être appelé et on m'informe, mais pourquoi vous n'êtes pas au conseil? Je dis quel conseil? Mais je ne suis au courant de rien. Mais c'est pas possible. Voilà, monsieur. C'est ouvert ici. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Vous avez trouvé les portes fermées? Et voilà. Je n'ai reçu personne. Voilà pourquoi je dis que j'ai l'impression que c'est un conseil qui se tient dans un esprit de nuisance. J'interpelle la tutelle ici pour qu'un arbitrage soit établi. Parce que là, franchement, qu'est-ce que je vis dans cette entreprise? C'est qu'on avance, mais on tire la corde encore plus bas. Là, à ce moment précis, on est en train de décoller. Ce qui se passe, le tableau est positif. Le tableau est positif. On est en train de travailler. Mais c'est chaque fois comme ça. Lorsqu'il y a l'émergence de la structure, eh bien, c'est des aigris quelque part qui tirent la ficelle par le bas. Mais ce n'est pas normal. Changeons de chapitre, le Conseil national du dialogue et le cercle de réflexion énergie républicaine font cause commune pour développer la culture du dialogue en République du Congo. Les deux parties ont eu une réunion de prise de contact. Chimène Ekweri. Créé en janvier 2019, le Cercle de réflexion énergie républicaine est une association apolitique qui a pour vocation de contribuer à relever les défis qui se posent au Congo. Cette association envisage de nouer des contacts avec des organisations qui poursuivent les mêmes objectifs pour favoriser des échanges à l'échelle nationale. À cet effet, le CRER entend impliquer le Conseil national du dialogue à cette démarche. Le Cercle de réflexion énergie républicaine est convaincu que le Conseil national du dialogue a un rôle important à jouer en synergie avec les autres institutions et forces vives de la République. En effet, le Cercle de réflexion énergie républicaine estime que faire la promotion de la culture du dialogue et de la tolérance constitue un véritable gage pour la pacification de la vie sociale humaine. L'initiative de cette association est bien appréciée par le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, préparez-vous à travailler. Soyez un rassemblement d'élite. Ce travail n'est pas un travail de bas étage. Je vous sens venir déjà par votre manière d'aborder le sujet. Je sens qu'il y a quelque chose de vraiment bon à puiser. Le Cercle de réflexion énergie républicaine, qui a déjà organisé plusieurs conférences-débats au sujet de la promotion des valeurs républicaines, se dit disposé à accompagner le Conseil national du dialogue dans ses actions visant le vivre ensemble. Place à ce communiqué de la Congolaise des eaux. La direction départementale d'exploitation Brazzaville-Pool de la Congolaise des eaux, LC2, informe son aimable clientèle que suite à un incident d'exploitation survenu sur une électropompe eau décampée de 360 M3H au potabloc d'Iri, des perturbations seront observées dans la desserte en eau des quartiers Makabandilou, Massengo, Kombo et Kintele. Des techniciens de la LCDE sont à pied d'œuvre pour remédier à cette situation. La LCDE présente toutes ses excuses pour ce désagrément causé et rassure ses abonnés que la reprise normale de la desserte en eau interviendra dès la fin des travaux de maintenance. Le directeur départemental d'exploitation, bienvenue Ibarra. Reparlons de la lutte contre la pandémie du Covid-19. La ville de Brazzaville, dotée de 10 000 bavettes par la ville chinoise de Wei. La dotation a été réceptionnée ce matin dans les murs de la mairie centrale. Voici le reportage de Claude-Alain Bangoma.
C'est le premier adjoint au maire de Brazzaville, Guy Marius Okana, qui a réceptionné ce don de 10 000 masques chirurgicaux des mains du directeur général de la société Zengwei Congo, Xiu Yongxi, représentant la ville de Weihai. La ville de Weihai et la population de la ville de Weihai, on a mis beaucoup d'attention pour la population de la ville de Brazzaville. Mais maintenant, c'est la ville de Weihai qui nous a confié de vous déposer 10 000 masques à la ville de Brazzaville. On espère que pour 10 000 masques, ça va vous aider pour bien lutter contre la pandémie à Covid-19. Merci pour votre élan de cœur, pour votre attention à résoudre cette grande question de la pandémie, de la Covid-19 qui ne cesse de faire les ravages dans le monde et au Congo plus précisément. Cette coopération qui n'est pas d'aujourd'hui ne souffrira d'aucune entorse. Ce don s'inscrit dans le cadre du jumelage entre les deux villes depuis 2004. Il s'agit pour les responsables de cette ville de l'ouest de la Chine d'appuyer la ville de Brazzaville dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est par cette nouvelle que nous refermons ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Au revoir et à demain, 20h.